une vision libre de la diversité. Vous êtes toujours à Radio Campus, ZAM TV, en collaboration avec Diaspora Chuchote, et nous recevons Arthur Lambert, bonjour. Bonjour. Donc, co-président écolo jeune. C'est ça. Félicitations. Merci. C'est de la politique, en fait, finalement, que vous faites. Ouais, on est une organisation de jeunesse politique qui fait des formations, des actions, de la mobilisation, notamment en lien avec l'écologie politique. Ouais. Ici à l'ULB. Ici à l'ULB, un peu partout en fédération à l'île de Bruxelles, on a des groupes dans la plupart des unifs et dans certaines régions. Et à part ça, vous faites quoi? Et à part ça, je suis étudiant ici, moi, à l'ULB, en sciences politiques. Et je suis aussi conseiller communal, donc là, vraiment de la politique à Braine-l'Alleud. C'est pas trop de choses. Ça fait beaucoup, mais j'ai appris à m'organiser, à avoir un bon agenda. Et là, les choses vont bien. Et c'est en quelle année sciences politiques, c'est ça? 3e bachelier, je refais ma 3e. Il me reste quelques cours à passer en langue, principalement. Et quand on fait Sciences Po, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est quoi tes aspirations? Ah, ben, il y a plein de choses qui m'intéressent. J'aime bien le journalisme, mais j'aime bien aussi le fait d'enseigner, la recherche, etc. Et puis pourquoi pas travailler dans tout le secteur non marchand, donc dans les mutualités, les ONG, les syndicats. Donc journaliste politique alors? Potentiellement, c'est des choses qui m'intéressent, l'économie, la politique, mais aussi la littérature par exemple. Tu seras peut-être le prochain Premier ministre. On en a encore dans 20 ans, je ne sais pas quel âge tu as. 21. Oui, donc est-ce qu'on peut te considérer comme notre Greta Thunberg? Bah non, je pense qu'il y a pas mal de femmes et de filles en Belgique qui ont l'idée le mouvement pour le climat. Je pense à Yuna Maret, une étudiante qui est ici à Bruxelles. Il y a Adelaide Charlier, etc. Et donc moi, je pense que c'est important de leur laisser le lead sur ces questions-là. On a vu que Greta Thunberg et les femmes un peu partout dans le monde ont l'idée, justement, ces marches climatiques, et donc c'est positif. Mais même si moi, modestement, je participe et je fais tout ce que je peux pour qu'elle se passe bien. C'est juste un des aspects de vos activités alors? Ouais, c'est un aspect de nos activités. Okay. Mais finalement, quand même, j'ai entendu quelques critiques à l'encontre de Greta Thunberg. Est-ce que c'est sain pour une jeune fille comme ça d'avoir quitté l'école? Mais en fait, il faut connaître aussi un peu la spécificité du système éducatif suédois. Donc, c'est assez fréquent que les personnes à 16 ans fassent une année sabbatique ou quoi. Et puis, elle le dit très justement, à quoi ça sert d'aller en cours si dans 20 ans, la planète est plus vivable? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se mobiliser pour qu'elle soit vivable et après retourner en cours? Est-ce que tu crois vraiment, je vais te tutoyer, désolé. Est-ce que tu crois vraiment que dans 20 ans, il serait plus possible de vivre sur la Terre? Non, je pense qu'il y a différents scénarios qui sont sur la table par les scientifiques. Et en fait, on voit, il y a un an, le rapport du GIEC avait quand même pas mal secoué les consciences, notamment au niveau des jeunes, et ça avait lancé les grosses marches. Et les rapports ont été affinés un an plus tard. Et en fait, on se rend compte que la situation est encore plus catastrophique. On parle beaucoup de la question du climat, mais en fait, d'autres questions qui sont liées. La question de la biodiversité. On est en train de perdre des espèces, mais à une vitesse grand V. Et on voit des phénomènes de déforestation, d'incendies un peu partout dans le monde. Et donc, en fait, la situation est encore pire. Et donc, si on continue à ne pas agir, je pense que dans 20 ans, la situation sera compliquée, en tout cas. Je crois qu'on a vraiment assez compris le message. Est-ce que l'accord de Paris est-ce qu'on le suit? Est-ce qu'il est appliqué? Alors, il faut savoir que sur les 195 pays, je pense, qui ont signé l'accord de Paris, aucun n'a été aussi loin que ce qu'ils se sont engagés à faire. Et donc, on voit qu'en fait, le problème avec la question climatique, c'est qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience, mais maintenant, il faut passer à l'action. Et donc, on voit bien que les gros pollueurs, les multinationales ont du mal à changer de modèle, mais les États, en fait, aussi ont du mal à agir. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas respecté les accords de Paris. Et c'est pour ça que moi, je suis assez pessimiste sur le rôle des gros sommets internationaux, parce que si les États ne sont pas capables de donner les financements nécessaires, de mettre en place la transition, il va falloir agir autrement. Oui, donc finalement, ces gros sommets, les COP, ne sont pas forcément la solution. Elles auraient pu l'être. Je pense que quand il y a eu les premiers sommets de la Terre à Rio, etc., c'était vraiment positif que les chefs d'État discutent de ces questions-là pendant plusieurs jours, etc. Et l'accord de Paris en soi, même s'il n'est pas suffisant, il est en tout cas nécessaire pour avancer. Donc ça aurait pu, mais en fait on constate que les engagements derrière, enfin les engagements qui sont pris ne sont pas respectés. Et donc effectivement je pense que c'est plus un show médiatique qu'autre chose. C'était de réduire les gaz à effet de serre. Ouais. Des lueurs d'espoir, j'en ai beaucoup, mais pas spécialement
envers les grands sommets internationaux, plus envers la prise de conscience qui entraîne en fait chez les jeunes une grosse mobilisation. Et effectivement, il y a toute une série de villes, de régions, voire même de pays qui ont lancé la transition écologique et solidaire dont on a besoin. Bruxelles, par exemple, effectivement, va bientôt interdire les véhicules thermiques, et donc ça, c'est évidemment positif pour la mobilité. On voit qu'au Wallonie, on va investir beaucoup, beaucoup dans les pistes cyclables, et ça, c'est aussi important parce qu'on le voit dans les modèles nordiques, mais en fait, quand on met de l'argent à construire une route, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont prendre leur voiture. Quand on met de l'argent, par contre, sur une piste cyclable, là, les gens vont prendre leur vélo. Et donc, c'est toute cette question de développer les alternatives. Et ça, par exemple, je prends aussi l'exemple de la ville de Grenoble qui a complètement interdit la pub, vu qu'en fait, la pub, c'est quelque chose qu'on subit tous les jours. C'est de la pollution visuelle, sonore, et ça entraîne de la surcommunication. Quoi? Elle fait pas du mal au climat. Elle entraîne une grosse surconsommation. Donc si tu vois une pub pour une grosse bagnole et qu'après tu changes de voiture à cause de ça, en fait ça fait partie d'un système qui effectivement nous pousse à consommer, à travailler, Il y a plein de villes, de régions ou quoi qui montrent l'exemple, et ça c'est assez positif. Non, en fait, tout est lié. C'est clair, moi je te disais au début que je m'engage pour l'écologie politique, et en fait il y a 3 piliers à l'écologie politique. Il y a évidemment la question de la préservation de la planète, c'est fondamental, l'environnement, etc. Mais il y a aussi la question de la justice sociale. On est convaincu qu'il faut remettre la dignité au cœur des débats, parce que quand tu regardes en Belgique, 1 personne sur 7, donc 15% de la population, vit sous le seuil de pauvreté. Nous on considère que c'est pas acceptable, et il y a un 3e enjeu qui est l'enjeu de la démocratie, parce que peut-être qu'il y a 30-40 ans, la démocratie c'était bien qu'on vote tous les 5-6 ans, qu'on confie la responsabilité à des bourgmestres, à des députés, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et donc, il faut aller vers une démocratie plus directe, plus participative, plus horizontale. Très intéressant, de toute façon, d'avoir la vision d'autant plus d'un jeune. Maintenant que tu as la parole, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens de faire? Parce que finalement, si on ne veut pas que les grands dirigeants monopolisent la parole et proposent des solutions un peu pas réalistes du tout, et qu'est-ce que l'humain, lui, doit faire à l'échelle la plus basique de la société? Moi, je pense qu'il y a plusieurs leviers d'action. Le premier, en fait, c'est de s'informer. Il y a tout un tas de supports sur Internet, des vidéos, des podcasts, des articles scientifiques vulgarisés qui permettent en fait de prendre conscience de la situation. Et moi, je suis convaincu que c'est une fois qu'on a mieux compris qu'on peut mieux agir. Donc ça, c'est une première piste, de s'informer. Deuxièmement, c'est effectivement d'interroger un peu les choix qu'on fait au quotidien. On voit par exemple que les produits qu'on consomme au niveau, qui vont dans notre assiette, par exemple, je prends l'exemple de la crevette, elle est pêchée dans la mer du Nord, elle est décortiquée au Maroc, elle est renvoyée pour être emballée en France, et puis elle revient en Belgique dans nos assiettes. Et donc c'est aussi questionner nos choix de consommation, et plus globalement voir que toute une série d'actes qu'on pose sont néfastes pour la planète. Mais alors la 3e étape qui est super importante pour moi, c'est de se dire, en tant que consommateur, oui, on a du poids, oui, on a un levier, mais on est quand même impliqué dans un système, et donc il faut être en capacité de se mobiliser un peu collectivement pour s'attaquer à ce système, parce que par exemple, je vais prendre l'exemple des transports, mais aujourd'hui, si tu veux aller à Barcelone pour un city trip, etc., ça va te coûter beaucoup moins cher d'y aller en avion que d'y aller en train ou même en bus. Et donc l'enjeu, c'est pas de te dire en tant que consommateur, je vais faire un trajet qui me coûte 200 € au lieu de 50 €, c'est de réclamer du politique, réclamer au niveau collectif que les alternatives soient accessibles. Et donc... Baisser le prix de l'avion et... Non, baisser le prix des transports. Ouais, c'est ça. Lever le prix de l'avion et baisser... Tu peux intervenir si tu veux. Baisser le prix de l'avion et lever le prix. Mais tout ça, justement, j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu violent pour les humains qui sont habitués à vivre d'une certaine manière, et du coup là on va dire, je me rappelle, j'ai dialogué avec un ami qui me disait oui, et il se faisait presque engueuler parce qu'il prenait l'avion. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt cibler sur quelque chose d'un peu plus, une transition, et parce que finalement les êtres humains sont agressés par toutes ces infos. Il y a des personnes qui n'y croient pas du tout à cette théorie que oui, le monde va mal, le climat, blablabla, qui s'en foutent complètement, qui sont pas du tout dans cette vision-là. Comment on fait avec eux? Parce qu'eux aussi comptent dans la société. C'est quoi l'alternative? Mais je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que l'enjeu, c'est pas de culpabiliser les personnes au niveau individuel, parce que
ton ami qui prend l'avion, en fait, il n'a pas forcément le choix. Il n'a pas forcément le choix, que ce soit au niveau financier ou même en fait de l'offre existante. Et donc, tu peux pas lui reposer la faute sur lui. Et donc, il faut jamais culpabiliser les individus. Et puis, c'est aussi un des piliers de l'écologie politique, comme je disais, c'est la question de la démocratie. On peut pas mener les changements et décréter demain, en claquant des doigts, qu'on va avoir, par exemple, qu'on va prendre toute une série de mesures qui sont nécessaires. Il faut que la population, que les citoyens, les citoyennes, non seulement ça part d'eux, mais soient impliqués dans ces décisions. Et donc, c'est vraiment toute la notion de démocratie. C'est que, oui, ça prend du temps d'impliquer les citoyens, de leur faire prendre conscience des choses, mais c'est fondamental si, en fait, on veut que ces changements, ils arrivent d'une manière douce et que toute la société comprenne, quoi. Vision libre, une vision libre de la diversité. Ashe